avec nos invités. Francisco Napokura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express, Sana Komlan Sadio Etou, analyste économique et socio-politique, et Georges Eo, homme politique du cercle des leaders émergents. Nous allons parler du Burkina Faso avec la situation qui est maintenant claire. Le président Kaboré déposé. Burkina Faso toujours coup d'État rébellote. Et puis nous allons parler en deuxième partie du Mali assassinat de 7 Mauritaniens à qui profite le crime. Et on termine comme de coutume par le Togo droit de l'homme. Lomé passe son examen périodique universel. Chers invités, merci de répondre à notre rendez-vous. Un rendez-vous spécial. Francisco Napokura, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour à nos panélistes. Bonjour Sana. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Georges Eo. Bonjour Michel, bonjour Napo et puis Sana et à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je le disais tout à l'heure, la situation est maintenant plus claire au Burkina Faso. Le président Roch Marc Christian Kaboré est déposé. On a eu la sortie de la junte militaire, si on peut le dire ainsi. Les poutistes sont sortis par la voix de Kader Ouedraogo, porte-parole des mutins. L'homme fort du Burkina Faso maintenant, Francisco Napokura, s'appelle tout simplement Paul-Henri Sadaogo Damiba. Alors, on a vécu un week-end, si on peut le dire, long au Burkina Faso. Il y a d'abord les manifestations, ces jeunes Burkinabés qui sont sortis pour manifester contre le pouvoir en place. Ils parlent de l'insécurité, ils parlent également des sanctions contre leur pays frère, c'est ce qu'ils disent, le Mali. Et puis après, dans la nuit de lundi de dimanche à lundi, il y a eu ce coup d'État. Oui, en fait, le scénario du coup d'État, ce n'est pas seulement le week-end, ni les manifs qui avaient été refusés, mais ça avait déjà commencé, où un commando, n'est-ce pas, il y a 2 semaines, avait été arrêté sur le prétexte qu'il voulait faire un coup d'État. Et on peut dire que déjà là, les autorités devaient prendre conscience, puisque même bien avant, c'était des populations qui demandaient, n'est-ce pas, le départ de Roch Kaboré. Tantôt, ils changent de Premier ministre, tantôt, ils changent de chef d'état-major. Donc, à chaque fois, ils essayaient de répondre, n'est-ce pas, aux attentes de la population, mais aussitôt le lendemain, on découvre toujours, n'est-ce pas, des tueries macabres des populations, ce que les populations refusaient. Donc, on n'a pas compris comment est-ce que Roch a pu, n'est-ce pas, s'enfermer dans aussi une tour de Babel, que depuis là, il n'a pas senti que ce coup-là devrait arriver. Parce qu'à l'époque, on le disait, que, en fait, c'est la tête plutôt qui est pourrie. Et que le poisson pourrit par la tête. Je crois que sur ce plateau, nous l'avions dit. Et aussi, on appelait aux autorités burkinabées que c'était plus compréhensible de laisser autant d'opposants à l'extérieur, dont des anciens présidents, et de prendre, n'est-ce pas, l'exemple sur ce que Mamadou Doumbia de la Guinée était en train de faire en faisant rentrer tous les anciens au président de son pays. Mais vous savez, chez nous en Pays-Bas, il y a un proverbe qui dit que on ne dit pas à un idiot que sa maman est malade. On lui dit plutôt qu'elle est morte, de peur qu'il ne tarde les pieds pour arriver. Donc, quand plutôt elle est malade, on lui dit qu'elle est morte. Et il se précipite et puis prend les dispositions. Ce que Roch n'a pas su faire. Et voilà, peut-être au lieu de sortir par la grande porte, en démissionnant. Parce que, en fait, c'est une contagion depuis le coup d'État du Mali qui est monté, n'est-ce pas, en Guinée. Et puis, quand vous voyez avec ce que les populations réclamaient, surtout la sécurité, et donc il était évident que ça arrive au Burkina et aussi à d'autres portes, comme le Niger et pourquoi pas ailleurs, disons, dans la sous-région. Voilà. Alors, Sarah Sadio, il dit ailleurs, bon, pour le moment, on ne sait pas
de quel pays il veut parler. Mais vous aviez prédit cela, la situation actuelle au Burkina Faso. Ça fait au moins un mois, lors des émissions récentes, compte tenu de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Vous aviez prédit cela. Alors, quel sentiment vous avez aujourd'hui? Non, j'éprouve des sentiments de déception. Déception parce que, vous savez, lorsqu'on fait le choix de la démocratie, il faut l'assumer jusqu'au bout. Je ne suis pas de ceux qui vont cautionner la prise de pouvoir par les armes. D'autant plus que dans une démocratie, c'est dans les urnes qu'on sanctionne la gestion d'un chef de l'État. Mais je suis d'autant plus inquiet encore parce que c'est le 3e coup d'État dans l'espace CEDEAO en l'espace de quelques mois. Et j'ai bien envie de parler d'une crise cyclique, peut-être générationnelle. Parce que lorsque vous vous situez dans les années 1960, post-indépendance, il y a eu une génération de chefs d'État qui se sont plus basés sur le nationalisme, la décolonisation. Et à un moment donné, on a remis en cause leur pouvoir parce qu'on a vu qu'ils se sont, mués en dictateurs. Donc 30 ans après, soit dans les années 90, il y a eu une vague de démocratie où les gens ont contesté les partis uniques parce que, vu les dérives autocratiques, les dérives que cela a entraîné. 30 ans encore, vous voyez les cycles, 30 ans, 30 ans. 30 ans aujourd'hui, on est dans les années 2020. Il y a aujourd'hui une remise en cause de la démocratie électorale. Moi, je pense que l'on est peut-être à un tournant de l'histoire des peuples de l'Afrique de l'Ouest, mais encore, il va falloir définir ce que nous voulons pour nous-mêmes. Si nous optons pour la démocratie, il faut l'assumer jusqu'au bout. Je suis quand même surpris par certaines analyses qui tentent à justifier les coups d'État parce qu'il y aurait des valeurs démocratiques qui sont en berne. Soit on est dans une démocratie et on l'assume jusqu'au bout, soit on n'est pas dans une démocratie et là on laisse la porte ouverte à toutes sortes de choses. Quand on prend le Burkina Faso, avec tout ce qui se passe actuellement, les problèmes sécuritaires, on voit un président amorphe, un président qui n'arrive pas justement à réagir devant ce que le peuple est en train de vivre. Est-ce qu'on peut condamner ce coup d'État? Moi, je continue par le condamner et je condamnerai toujours dans des circonstances pareilles. Ça revient à quelque chose que je viens de dire tout à l'heure. Quand on est en démocratie, on sanctionne la mauvaise gestion par, comment dit-on, par les urnes. Maintenant, supposez, moi, c'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui nous dit que ce ne sont pas peut-être les organisateurs de ce putsch qui ont saboté la politique sécuritaire de Roch Kaboré? Donc, est-ce qu'on va justifier les coups d'État à chaque fois qu'il y aura des crises sécuritaires dans les pays? Mais qu'est-ce qu'on reproche à Roch Kaboré? Oui, parce que quand même, c'est un président élu démocratiquement, réélu démocratiquement, dans un pays où on suppose qu'il y a un peu plus de démocratie que par rapport... Mais qui a axé sa promesse sur la sécurité de son Voilà, il a axé sa réélection sur la sécurisation du pays. Et encore, ça revient à la même question. C'est quand est-ce qu'on juge de la gestion du bilan d'un président élu démocratiquement? À la fin du mandat, vous voulez dire? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pourquoi je me dis, il faut vraiment, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Ce n'est pas par les armes qu'on règle ce genre, parce que ça va être trop facile maintenant. Et les militaires peut-être qui ont envie de prendre le pouvoir, ils vont faire semblant
de combattre le terrorisme sans le combattre. Et voilà, bien sûr, les populations exacerbées par les tueries, les massacres, vont faire des manifestations. Et au lendemain, on va dire, on dépose le chef de l'État parce qu'il n'arrive pas à gérer la situation sécuritaire. C'est trop facile à mon avis. Alors, Georges Eo, les militaires ont suspendu la Constitution, ils ont dissous le gouvernement et puis l'Assemblée nationale. C'est ce qui se passe habituellement. Votre réaction aussi à chaud sur ce coup d'État au Burkina Faso? En fait, ma question que je me pose d'entrée, c'est que est-ce que c'est la solution? Parce que, vous savez, le monsieur a été élu démocratiquement. Il a été réélu en 2020 et pour ce deuxième mandat où il a fait une promesse pour sécuriser le pays, il n'a fait que 2 ans. Je pense qu'il reste encore 3 ans. Je suis d'accord. Et j'épouse ou bien je compatis avec la population qui est un peu dépassée par l'événement, surtout les tueries. Les tueries à répétition. Je suis d'accord avec l'armée qui, selon des enquêtes, demande les moyens surtout. Oui, ont constaté qu'il y a manque de moyens pour lutter efficacement contre les djihadistes. Mais il faut quoi? Il faut qu'il y ait une politique, d'écrire les stratégies et des tactiques. Et je pense que le président, il est le chef suprême des armées, mais il n'est pas technicien, il n'est pas celui-là qui doit aller combattre. Il n'est pas celui-là. Mais c'est lui qui doit peut-être prendre les décisions. Il doit décrire les stratégies, c'est-à-dire le plan d'action de lutte contre ces djihadistes. On se souvient, il y avait des manifestations, Georges Eo, contre lui. Il a changé de Premier ministre. Lassina Zerbo est venu, de chef d'état-major, de ministre de la Défense, de ministre de la Sécurité. Oui, ça ne va toujours pas. Je pense que ça montre la bonne foi du président de la République qui veut toujours l'élément qui peut faire l'affaire. Et comme nous le disons sur ce plateau, les djihadistes ne sont pas comme des rebelles. Si c'était des rebelles, un camp face l'autre, ça va être... On peut apprécier à juste valeur l'incapacité du président de la République. Mais si on estime que le Premier ministre n'est pas efficace, il a donné sa tête. Si on estime que, comme ils ont encore redit, qu'il y a certains hauts gradés qui doivent démissionner, il a encore changé beaucoup d'opinions. Pourquoi? C'est toujours sur la demande des corps à piller. Maintenant, si on estime, parce que vous savez, ce qui se passe actuellement, c'est comme un vent, comme l'a décrit Sana, c'est effectivement un vent où les chefs d'État doivent être prudents. Puisque il y a une ambition, vous savez, comme il a décrit, vous voyez tout bruit, que c'est des générations. Et ces générations-là, quand vous analysez bien, c'est des éléments qui sont formés dans pratiquement les mêmes écoles. Que ce soit Doumbouya, comment on l'appelle, et Assimi Goïta, vous allez voir les liaisons, c'est des gens qui sont formés dans les mêmes écoles. Et Paul Henry, lui, il est formé à l'école militaire de Paris. Doumbouya également, de Paris. Et Goïta aussi, qui vient de la Russie, etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est de l'ambition. Ça devient une ambition qui est affichée. Ce n'est pas forcément, puisque ce n'est pas forcément l'incapacité qui est mise en avant. Ça devient une ambition pour les militaires parce que leurs frères, leurs camarades d'école sont devenus. Donc on veut copier. On veut copier. On veut copier. D'abord, ça a commencé par le Mali, ensuite la Guinée. La question qu'on se pose, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est ça la solution? On marque une petite pause et on retrouve nos invités Francisco Napo, Koura Sana, Komlan, Sadio Etou et Georges Eo.